Nouvelle édition de l'échiquier international, bienvenue à vous avec un second volet ce soir autour de la rébellion de Wagner contre le pouvoir central russe d'il y a 2 jours. Notre dernier numéro a tenté d'en tirer les tenants et les aboutissants de cette affaire, dont les dessous sont encore à révéler avec le temps au sein du système russe. Et bien ce soir, nous avons davantage voulu nous intéresser, après les événements de Moscou de ce week-end, sur le devenir de Wagner en Afrique. La société privée militaire est fortement impliquée sur le continent, présente sur plusieurs théâtres d'opérations au Mali, en Centrafrique, au Soudan, Libye ou encore Mozambique. Une présence des hommes russes qui menacent d'autres contingents militaires, notamment français. L'Afrique devient de plus en plus le continent d'influence de plusieurs puissances, car à côté de Wagner, d'autres paramilitaires étrangers tentent de se faire une place et engranger quelques richesses. Voilà le menu des discussions du jour et ça débute dans un moment. On le disait à l'instant, une dissidence d'il y a 2 jours qui en a interloqué plus d'un. Wagner et sa sortie de piste contre l'État central russe. Tout est apparemment revenu au calme, le sujet est largement traité hier, mais il semble que le groupe Wagner s'est mis en délicatesse, excusez-nous de l'euphémisme, avec Moscou. Qu'en est-il de sa position en Afrique? Pour tenter de répondre, j'ai le plaisir de recevoir Gamal Abina, expert en questions internationales. Bonsoir Gamal Abina. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Nous débattrons également avec le géopoliticien Manuel Pouchelet. Merci d'être avec nous, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci de votre invitation. C'est un plaisir. Mais avant les échanges, je vous propose d'écouter Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe. La République centrafricaine est l'un des pays avec le Mali dont le gouvernement a officiellement demandé une société militaire privée. C'était à un moment où les Français et d'autres Européens ont abandonné la République centrafricaine et le Mali, dans les conditions où elles se sont retrouvées face à face avec les bandits à Bangui comme à Bamako. Ils se sont tournés vers la société militaire privée Wagner en lui demandant d'assurer la sécurité de leurs autorités. À leur demande, plusieurs centaines de militaires travaillent en République centrafricaine en tant qu'instructeurs. Ce travail va se poursuivre. Alors tout d'abord, messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, actualité oblige, première apparition du président russe Vladimir Poutine ce matin et le ministre de la Défense Sergei Shoigu. Depuis les échauffourées du groupe Wagner de ce week-end, pas d'allusion à l'insubordination des hommes d'Evgeny Primoujine. Est-ce que cela veut dire que nous sommes déjà dans l'après-crise? Commençons par vous, Manuel Pouchelet, s'il vous plaît. L'après-crise, parler d'après-crise ce soir est peut-être un peu prématuré, mais de toute façon, ce que l'on constate, c'est que l'action de M. Prigojine en Russie a mis en difficulté certains commandements militaires, puisque quand vous regardez l'élongation entre le point de départ de Wagner et puis l'arrivée sur Moscou, normalement, la route aurait dû lui être barrée. Je pense que M. Poutine cherche la conciliation, il l'a dit, il parlait de pardonner, il parlait de réintégrer certains miliciens de Wagner au niveau de l'armée russe. Pourquoi ? Pour service rendu dans cette guerre en Ukraine qui est consommatrice d'hommes et de moyens. Donc si vous voulez, quelque part, je pense que le ton est à l'apaisement, le ton est aussi à l'observation côté occidental et au niveau des chancelleries, si vous voulez, où pour l'instant, les Américains, les Français, les Allemands, même les Britanniques sont restés, excusez-moi, très discrets sur le sujet. Pour l'instant, nous sommes un petit peu dans une actualité qui se bouscule et le ton est à l'apaisement. Pourquoi ? Parce que on entend beaucoup de choses dans les rédactions européennes qui ont un regard exclusivement occidental sans forcément comprendre ce qui se passe en Russie, sachant que la situation là-bas exige, si vous voulez, un regard avec une profonde connaissance de la culture russe, où se mêlent différents enjeux. Et je pense que ce soir, le ton est à l'apaisement, tel qu'on a pu l'entendre dans le discours de M. Poutine ou même d'autres déclarants, notamment on a entendu M. Lavrov, si vous voulez, où c'est important, c'est la désescalade et presque une sorte de pardon, en tout cas. D'accord. Gamal Abina, le ton est à l'apaisement selon vous ?
Tout à fait, parce que cette opération qui n'est pas encore très claire, on parle de coup d'État, c'est pas du tout, moi je ne crois pas du tout au coup d'État, je pense que c'est un coup de pression, c'est un coup de force dans la mesure où Prigojine avait un problème avec le commandement russe, mais en aucun cas avec Poutine, et je pense que Poutine ne peut pas évidemment s'autoriser à avoir des relations délétères avec l'organisation privée, militaire privée qu'il paye, n'oublions jamais que c'est l'État russe qui paye, et ne peut pas s'autoriser à dire que des Russes sont contre des Russes. Il a déjà maille à partir avec la question ukrainienne, bien que la victoire sur le terrain ukrainien semble acquise, puisque la contre-offensive des Ukrainiens est un échec, et c'est sur une victoire actuelle qui est consommée qu'on voit une crise apparaître. Donc je trouve ça très étrange, et je me pose la question de savoir d'abord à qui profite le crime, si crime il y a, et surtout pourquoi est-ce que, soi-disant, une colonne de blindés aurait pris le chemin vers Moscou pour ne pas atteindre la capitale, sachant que les Russes, je parle de l'armée régulière, pouvaient facilement mettre fin à cette avancée. Ils ont une aviation que n'a pas Wagner, ils ont évidemment un support aérien considérable, des moyens logistiques, des moyens d'information, mais ils n'ont rien fait. Donc je pense que c'est une opération, j'ai un sentiment un peu confus pour le moment, mais une opération un petit peu de communication interne pour renforcer la puissance de Poutine, contrairement à l'idée reçue, qui n'a pas été fragilisée mais bien renforcée, puisqu'en moins d'une journée, on est passé d'une offensive potentielle avec une forme de mutinerie face à l'État russe, à immédiatement un retour dans les casernes avec un pardon généralisé. Donc tout cela donne à penser, on peut se poser la question de savoir pourquoi ils l'ont fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, peut-être que Prigojine a des ambitions personnelles, mais ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que on est passé de la tension à la calmie en moins d'une journée, donc c'est très étonnant. Parfait. Donc, sujet du jour, justement, Wagner et l'Afrique. Depuis la guerre en Syrie, la société Wagner a enregistré une percée notable en Afrique en accompagnant parfois des gouvernements de transition africains, pas qu'au niveau sécuritaire d'ailleurs. Comme on l'a entendu au début de notre rendez-vous avec Sergei Lavrov, Bangui, par exemple, la capitale centrafricaine, a sollicité l'aide de Wagner, pareillement pour Bamako, au Mali, où le groupe continuerait d'opérer le plus normalement du monde. La sortie de piste, Manuel Pouchelet, ne semble pas affecter, en tout cas pour l'instant, les relations entre Moscou et ces deux pays africains. Je pense qu'il faut prendre le problème différemment, si vous voulez. Ce qui se passe en Afrique est traité différemment par rapport à l'Ukraine. Quoi qu'on aurait pu penser, les pays africains auraient pu, je pense, s'interroger sur l'engagement en Ukraine de l'armée russe, mais les Russes sont toujours fidèles à leurs engagements, et lorsqu'ils décident de porter assistance aux pays africains, ils le font. Wagner est une société militaire privée qui a différentes ramifications et qui peut opérer de manière totalement indépendante en fonction des théâtres où elle est déployée. Vous avez mentionné la Centrafrique, vous avez mentionné le Mali, vous avez mentionné la Syrie, mais il y a aussi d'autres théâtres comme le Soudan. On va en parler. Oui, Wagner est présent. Voilà, Wagner est présente. Voilà. Maintenant, les propos de M. Lavrov sont un petit peu à clarifier puisqu'il parle d'instructeurs. Je pense que les pays qui font appel à cette société militaire privée, qui est en fait financée et armée par l'État russe, de toute façon, est là pour assurer la protection, tout comme cela a été mentionné, des gouvernements africains qui ont demandé une assistance. Je rappelle pour la petite histoire, la France, au moment de l'indépendance, avait, si vous voulez, souscrit des contrats d'assistance sécuritaire avec ces pays d'Afrique, mais nous ne sommes plus en 1960, nous sommes en 2023, beaucoup de choses ont changé, les pays africains font leur choix, il faut les respecter, et si vous voulez, le recours à Wagner était une sorte de rempart tenace face aux menaces djihadistes qui, je le rappelle, sont soutenues par d'autres États. Ils sont particulièrement bien organisés et ce qui favorise, on va dire, leur mouvement, leur déplacement, c'est que ce sont des petites unités très mobiles, notamment sur des véhicules 4x4, et également, vous avez une situation sécuritaire qui les favorise dans la mesure où l'État n'est pas capable d'assurer son rôle. Et si vous voulez, ces djihadistes vont assurer cet État alternatif. Maintenant, les dirigeants africains qui font appel à Wagner ont compris une chose, c'est qu'ils ont choisi une société militaire privée qui est aussi mobile que ces djihadistes, c'est-à-dire leurs contradicteurs et leurs adversaires, et en même temps qui sont capables de contrecarrer leurs plans et de bloquer leurs mouvements. Le terrain, vous savez, commande, comme on dit dans le milieu militaire, et force est de constater que pour l'instant, les résultats sont présents, mais nous sommes, comme vous, observateurs d'une situation où ce qu'il se passe en Ukraine et en Russie reste en Ukraine et en Russie, et Wagner est capable de mener ses opérations sur le continent africain de manière totalement autonome, telle que font d'autres sociétés militaires privées.
Gamal Abina, je reviens vers vous. En dépit d'une officialisation de la présence du groupe Wagner dans certains pays africains, on vient de les nommer, d'autres contrées n'ont pas reconnu, voire passé sous silence, la présence du groupe en question, notamment au Soudan, auprès des forces de soutien, des forces rapides, ou en Libye aujourd'hui, ou hier au Mozambique, pour ne citer que. Comment expliquer cela ? Simplement parce qu'il y a déjà un aspect particulier. Vous venez d'évoquer le Soudan. Au Soudan, on a un pays qui est en guerre civile, pour le coup, avec ces fameuses forces de soutien rapide qui sont soutenues par Wagner, officieusement. Ces mêmes forces de soutien rapide s'opposent à Al-Burhan, qui lui est soutenu par l'Égypte. Égypte qui est soutenue par la Russie en Libye. Donc on a vraiment, avec Haftar, donc on a vraiment tout un tas comme ça de maillage un petit peu régional qui font qu'on cède à droite, on attaque à gauche, enfin c'est pas très clair. Une chose est certaine, c'est que Wagner reste une organisation privée qui est là pour faire de l'argent et qui parallèlement à cela aide l'idéologie de l'État russe avec des coopérants militaires. C'est pourquoi il y a cette espèce de trouble entre Wagner et puis les Russes qui coopèrent. Parce que traditionnellement, la Russie de l'Union soviétique envoyait beaucoup de coopérants militaires dans les pays dans lesquels il y avait des accointances politiques et particulièrement l'idée du communisme ou du socialisme. Concernant la Nouvelle-Russie, qui n'est plus donc cette fameuse Russie bolchevique, ils ont gardé un peu cette logique-là d'influence régionale, mondiale, avec le retour de la guerre froide qu'on va consacrer bientôt avec le 24 février 2022. Il y avait un recul pendant des années. Oui, parce que la Russie s'était absentée, parce qu'on avait un ivrogne qui était à la tête de l'État russe qui s'appelait Boris Eltsine, que l'Occident adorait d'ailleurs. C'est un ivrogne qui vendait les bijoux de famille de la Russie, qui privatise à tour de bras, qui a créé des oligarques qui étaient des prédateurs économiques et qui a paupérisé la Russie jusqu'à en faire un État quasiment un État gangster où Moscou était devenue la capitale la plus dangereuse au monde. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Il y a un dirigeant d'État qui est arrivé, un homme fort qui est au pouvoir et qui a décidé de rétablir les couleurs de la Russie telles qu'il apercevait. Une Russie forte, n'oublions jamais que Poutine est un ancien du KGB ou des services secrets russes du FSB. Donc Poutine est un homme qui a cette nostalgie de l'Empire russe, mais pas seulement de l'Empire communiste, de l'Empire des bolcheviks. Il avait aussi la nostalgie de l'Empire soviétique. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à ce feu de paille, parce que justement c'est un ancien agent du KGB qui connaît l'art opératif et l'art de la dissimulation. Peut-être que ceci explique cela. Merci de me le rappeler, parce qu'effectivement, elle a l'habitude de ces opérations d'intoxication. Vous faites bien de le souligner. On a du mal en Europe à le voir parce qu'on préfère croire que la Russie s'effondre. Je suis désolé de dire que celui qui paye les hommes, donc l'État russe, j'ai beaucoup de mal à croire que ceux qui sont payés par un État vont prendre le risque de tuer la poule d'or. Ça, c'est la première chose. Et surtout, le grand ordonnateur de ces opérations militaires, c'est Poutine, qu'on le veuille ou non. Donc en Afrique, il y a une présence d'à peu près dans 15 pays directs ou influents de Wagner, mais il y a aussi une présence, il ne faut jamais l'oublier, des coopérants des militaires russes. Ce qui a certainement créé une zone de tension, c'est que cet établissement privé qui est Wagner s'est heurté à Shoigu, qui est donc l'État russe, qui est donc le commandement officiel, et ils ont voulu intégrer les forces de Wagner qui sont efficaces sur le terrain, on le sait très bien, au commandement général. Donc ça a posé une tension réelle entre Poutine, entre Shoigu plutôt, et Gerasimov et évidemment Prigojine, mais Prigojine qui l'a très mal pris parce que c'est un sanguin, c'est pas quelqu'un il est vraiment très nerveux et il rappelle pas certains abords Khrouchtchev. Prigojine s'est énervé immédiatement, a surréagi, mais n'a jamais dit qu'il voulait remettre en cause le pouvoir de Poutine puisque c'est son ami. Il a juste dit je n'aime pas ces traîtres. C'est-à-dire que vraiment il a ciblé des traîtres et Poutine cible d'autres traîtres sans le nommer. Donc il se trouve que le soir même il était pardonné parce qu'évidemment la Russie ne peut pas montrer l'image d'un État affaibli avec des groupes qui ne sont pas contrôlés. C'est une des raisons pour lesquelles ils veulent contrôler Wagner directement, parce qu'ils veulent faire en sorte que les opérations militaires en Ukraine se passent de la meilleure façon qui soit. Justement, hier, au cours de cette émission, notre invité, le professeur Karine Béché-Golovko, a expliqué qu'il y a eu en Russie une volonté de libéralisation, peut-être de l'armée, une volonté d'alléger le budget de la défense en sous-traitant certaines missions à des entités privées. Les décideurs russes, selon vous, sont-ils allés un peu loin dans les mesures néolibérales qui concernent l'armée ? Jusqu'à en faire... À qui la question ? Vous posez la question à qui ? À Manuel Pouchelet, pardon. Oui. Jusqu'à provoquer peut-être que leur créature leur échappe. Non, moi je pense de toute façon, vous savez, le recours aux sociétés militaires privées est un petit peu un recours avec la guerre low cost, comme on dit, où ça permet de recycler ou de mettre en reconversion des anciens combattants qui ont fait leurs preuves au combat et qui sont généralement des personnels expérimentés, puisque la plupart de ces personnes ont, si vous voulez, 15 ou 20 ans de métier derrière elles. Donc si vous voulez, ce sont vraiment des personnes aguerries qui servent l'État russe. Je vous ferai remarquer que l'armée américaine fait de même. Elle fait aussi recours aux sociétés militaires privées. Il n'y a qu'en France où
il y a un encadrement très strict de ce genre de recours, puisqu'il n'existe pas. Mais sachez une chose, ce n'est ni plus ni moins qu'une réponse un petit peu aux pratiques qui se font notamment côté américain, je tiens à le préciser, avec une adaptation côté russe. On va en parler. Tout à fait, côté russe. De toute façon, ces sociétés militaires privées, ça permet, c'est une forme, excusez-moi d'employer un terme un petit peu peut-être mal approprié ce soir, c'est une forme de sous-traitance en fait. Mais en même temps, cela vous affranchit aussi d'une autre chose, et c'est là que ça devient plus inquiétant, ce sont des militaires qui ne combattent pas pour un pays. Donc en clair, vous n'êtes pas soumis aux conventions de Genève. Et c'est là qu'arrive le fameux chapitre des exactions pour lequel il faut vraiment rester très prudent. On l'a remarqué en Afghanistan avec certaines sociétés militaires privées américaines, en Irak également, mais sachez une chose, c'est un moyen de faire porter sa voix sans forcément engager des hommes, puisque je vous rappelle que pour l'instant, l'effort principal, comme on dit en anglais, le main effort, pour les troupes russes, c'est l'Ukraine et non l'Afrique. Gabal Amina, justement, pour rebondir à ce que vous disiez il y a quelques minutes, Wagner, semble-t-il, va entrer dans le giron du ministre de la Défense, Sergueï Shoigu. Aux grandes dames d'Evgeny Primoujine, les deux hommes n'étaient pas les meilleurs amis du monde, ce qui prouve que la crise, quand même, couvait depuis quelque temps entre les deux hommes. Oh, ils se détestent cordialement, ça fait très longtemps, c'est pas d'hier, parce que... Non, mais ça a débordé. Oui, c'était visible, mais il n'a pas cessé depuis la guerre en Ukraine de critiquer Shoigu. C'est un homme d'affaires, Prigojine, ça n'est pas un homme d'État, ça n'est pas un homme qui se projette en termes politiques. Shoigu, c'est un rigoriste de l'armée russe, c'est un légaliste, il ne s'inscrit pas là-dedans. Mais ce qui est intéressant, ce que vient de dire Emmanuel Pouchelet, est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est très important. La privatisation de la guerre a commencé avec les États-Unis, c'est vrai, n'oublions jamais ça. Les Français ont un groupe qui n'est pas paramilitaire, mais qui est légal, qui est la Légion étrangère. Et qui là aussi ne respectent pas forcément la loi, même s'ils sont assujettis à ces fameuses conventions internationales. Mais une chose est certaine, c'est qu'on va de plus en plus vers la privatisation de la guerre, de plus en plus vers la sophistication de la guerre avec l'usage de drones, de sociétés évidemment, privées comme toujours, et de plus en plus vers l'idée qu'on ne doit plus faire appel aux conscrits, à des gens qu'on appelle sous les drapeaux, qui se battent pour la gloire, avec le risque d'être tués en étant payés et sous-payés souvent, mais faire appel à des professionnels de la guerre qui sont là pour ça, qui savent le risque qu'ils prennent, qui sont très bien payés, de loin, même beaucoup mieux payés que les militaires classiques, et qui vont de plus en plus être aux avant-postes de ces guerres sans tenir compte effectivement des conventions internationales, puisqu'ils ne sont pas, c'est des groupes privés, des États, donc par définition peuvent faire ce qu'ils veulent. Et j'en veux pour preuve Fallujah. Lorsque Blackwater, cette organisation criminelle, va massacrer à Fallujah et que la population finit par attraper quelques-uns de ces criminels pour les pendre, ça crée derrière une catastrophe puisque la ville sera rasée. Et bien lorsqu'ils font cela, ces militaires ne répondent à aucune des règles internationales et des conventions de Genève ou des conventions même sur le traitement des prisonniers ou même des populations. Donc tout cela dit des choses. C'est que la privatisation de la guerre aujourd'hui devient quasiment un sacerdoce. Tous les pays veulent avoir leur armée privée. Ça permet d'économiser des hommes, d'économiser une impopularité chronique puisque les gens sont payés pour cela. Et surtout, ça évite qu'on se retrouve comme au Vietnam avec des manifestations de masse parce que les familles des gens qui reviennent estropiés ou morts finissent par se radicaliser contre l'État américain. Qu'on ne présente pas aussi les cercueils avec les drapeaux, les fameux drapeaux. Tout à fait. Tout est caché, tout est bien fait, tout est monnayé. D'ailleurs, les familles sont très bien payées lorsqu'il y a un mort. Donc tout cela, c'est bien pensé et ça permet d'avoir des professionnels de la guerre, ce que n'étaient pas forcément les conscrits. Quand on voit un homme de 18 ans faire la guerre en Afghanistan, c'est pas la même chose qu'un homme de 35 ans qui fait la guerre du matin au soir à Krapahut dans des camps d'entraînement spécialement dédiés pour lui. Justement, Emmanuel Pouchelet, je vous pose une question. Comment on engage dans ce type de société privée ? Le type de société privée, si vous voulez, déjà, il faut avoir des états de service qui sont irréprochables. Il faut avoir, comment dirais-je, un carnet militaire à jour. Mais surtout, ce qui freine le recrutement de ces sociétés militaires privées, c'est avant tout les aptitudes physiques. Vous ne pouvez pas être un combattant sans avoir des aptitudes physiques et également être une personne rustique sur le terrain, c'est-à-dire d'accepter de vivre dans des conditions qui sont souvent difficiles. Moi, je peux vous dire une chose, qui connaît très bien ce secteur-là, pour avoir été moi-même dans les armées, le soldat, M. Abina vient d'en parler, un bon soldat dans l'armée, c'est 2 ans de formation, sachant que sur une année, il passe 25% de son temps en formation pour être opérationnel et conserver son côté opérationnel. Donc, vous ajoutez... Vous parlez d'une armée régulière parce que... Là, je vous parle d'une armée régulière et là, ça va me permettre de compléter mon propos avec le choix de M. Chirac, président de la République française, quand il a, si vous voulez, décidé de
professionnaliser l'armée. Il a réduit le format, mais en même temps, il avait des combattants nettement plus aguerris et dont c'était le métier, si vous voulez, alors qu'avant, vous aviez le temps des appelés, où ces personnes-là étaient de passage pendant 10 mois pour effectuer leur service national et servir la nation. Aujourd'hui, la problématique est tout autre. Pour en revenir aux sociétés militaires privées, dans la question que vous m'avez posée, vous devez avoir des aptitudes qui sont du même rang que celui d'une armée professionnelle. Donc, vous ne pouvez pas vous affranchir de certaines chose qu'on vous demande. Si vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas sélectionné, vous n'êtes pas retenu. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que d'ailleurs M. Poutine, dans son discours, si vous voulez, a proposé d'intégrer les gens de Wagner dans l'armée russe, c'est-à-dire un retour aux sources, si je puis me permettre. Restons avec vous, Manuel Pouchelet. En Occident, on a pointé, vous le soulignez tout à l'heure, les projecteurs sur les activités de Wagner en Afrique et ailleurs. Mais le phénomène des mercenaires n'est pas un phénomène nouveau. On se souvient, bien sûr, de la société privée Blackwater, ou encore un peu plus loin dans l'histoire, quand la CIA a fait appel à des mercenaires d'exilés cubains pour tenter de faire chuter Fidel Castro. C'était l'opération de la baie des Cochons en 1961, et oui, qui s'est mal terminée pour eux. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau, visiblement. Non, c'est pas un phénomène nouveau, si vous voulez, dans la mesure où aujourd'hui, ça permet de, comment dirais-je, d'éviter à l'État d'être accusé, puisque imaginez, dans ce genre d'opération, il y a toujours des morts et des blessés, vous vous en doutez bien, et ça permet surtout de contourner l'incontournable qui s'appelle le tribunal pénal international dans ces opérations. Moi, j'ai pu le voir sur d'autres théâtres, notamment en Europe, et je pense à l'ex-Yougoslavie, pour parler au niveau historique, où vous aviez des miliciens qui faisaient des exactions contre les populations, ce qu'on appelait de véritables mercenaires. Je pense au tigre d'Arkane, Monsieur Arkane, comment dirais-je, avait ses activités autour de Sarajevo et qui massacrait dans les villages à proximité de la Bosnie-Herzégovine, si vous voulez. Non, ce n'est pas nouveau. Ce qui est beaucoup plus dérangeant, c'est qu'on sait que certains groupes mercenaires sont à la solde des États, de certains États, mais qui vous le diront jamais en direct, vous vous doutez bien. Mais en tous les cas, c'est une pratique qui est malheureusement courante. Je n'ose pas dire que c'est devenu une coutume, mais une chose est sûre, pour faire des fois le sale boulot, si je puis me permettre, c'est souvent on fait appel à ces gens-là pour après éviter de trop les accuser ou de mieux les accuser derrière quand on considère qu'on peut engager des poursuites envers ces États, si vous voulez. C'est une forme de triche un petit peu organisée qui permet de dédouaner l'État de certains engagements, puisque bien sûr, comme d'habitude, les preuves n'existent pas. Et comme on dit dans certains films d'espionnage, on oubliera que vous avez existé, tout simplement. Pas pris aussi. Voilà, c'est ça, oui. Après, dans le milieu militaire, vous savez, on dit pas vu, pas pris, pris puni. Mais maintenant, pour redevenir sérieux quand même, je pense que c'est un moyen pour les États de se dédouaner et de ne pas répondre aux sanctions internationales, si tant est que si vous avez des arrestations par le tribunal pénal international, les poursuites sont souvent longues et malheureusement, les exécuteurs de ces basses œuvres meurent malheureusement en prison avant de pouvoir être jugés. Je pense au président Milosevic, à M. Ratko Mladic, etc. Alors, Gamal Amina, quelle est votre réaction quand je vous dis l'opération de la baie des Cochons, le réseau Gladio et toutes ces choses qui ne sont pas des phénomènes nouveaux? Non, c'est pas nouveau, mais je vais être un peu violent dans mon propos. Mais la privatisation, d'abord, la conscription, c'est la République. C'est la République qui a dit vous êtes citoyen si vous faites l'armée. Donc ça, c'est les Français, 1789, les guerres en Europe, une levée massive de la population, et c'était très motivé. Ensuite, on a toujours eu des armées privées. Les rois avaient leur armée, les potentats locaux avaient leur armée, mais c'était pas tout à fait la même approche. Ce qui a vraiment consacré, je pense, l'idée d'une armée d'excellence privée, ça paraît incroyable. Je travaille beaucoup sur la période, évidemment, parce que j'ai un gros boulot dessus, c'est les nazis. Lorsque la SS est créée, c'est une armée privée qui est une armée en parallèle de l'armée nationale allemande. Et donc la SS est excellente. Les SA, c'est autre chose, c'est plutôt une armée massive, mais c'était pas vraiment une armée équipée. La SS, qu'on appelle la Waffen-SS, donc les SS équipés, sont en concurrence directe avec l'armée classique allemande, et ça se passe pas bien en vérité sur le terrain. Ça rappelle un peu ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs par certains abords, et les SS avaient des performances combatives qui étaient extraordinaires parce que sélectionnés
sur des critères ratios, évidemment, qui n'étaient pas très nets. Mais quoi qu'il en soit, cette armée doublait quasiment l'armée de Hitler, qui était l'armée consacrée. Alors justement, Gamal Amina, est-ce que ces groupes paramilitaires sont-ils justement le futur des États en crise? Rapidement, tout à fait, absolument. Le futur des États en crise, c'est qu'on a du mal à recruter les jeunes parce qu'on comprend que la guerre, c'est horrible. Et on préfère avoir des soldats aguerris, combattants, qui sont bien payés, qui font ça sans avoir le moindre état d'âme, et surtout, ils le font pour l'argent, donc pas des principes humains. Ce qui fait qu'ils ne respectent rien. Et vous avez des images de Blackwater qu'on a vu en Irak, Fallujah et autres. Ce sont des armées qui sont sans pitié et qui s'affranchissent de tous les codes qui régissent les lois internationales. Donc c'est vrai que ça rend service, ça permet de les déplacer rapidement, une grande motricité, et de dire que l'État n'est pas responsable des exactions d'un groupe privé, puisque c'est par définition le privé qui l'emporte. Donc on est vraiment dans l'ultra-capitalisation de l'armée, dans la privatisation des moyens de force, de répression, d'invasion, et la question ukrainienne va faire date par rapport à ça, parce qu'effectivement, c'est surtout, pour le coup, l'armée de Prigojine qui était aux avant-postes et qui a montré des résultats, tout comme d'ailleurs les SS en Allemagne nazie avaient montré des résultats assez importants par rapport à l'armée classique allemande. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des armées privées, on a des résultats importants, mais aussi des exactions importantes aussi. Voilà, ça sera tout pour notre émission. Je rappelle que Manuel Pouchelet, expert en questions internationales, et Gamal Amina, géopoliticienne, nous ont permis d'en savoir un peu plus sur cette thématique ô combien complexe. Merci messieurs. Quant à moi, je vous dis à demain pour une autre édition de l'Échiquier international.